présenter faire cette brève introduction générale à la crise de réplicabilité aujourd'hui. Donc, première question de Geoffrey, c'est est-ce que la question de la parapsychologie, c'est anormal? Donc ça, la parapsychologie, c'est toujours ce par quoi on commence les introductions à la crise de la réplicabilité, parce que c'est quelque chose qui a fait énormément scandale il y a 10 ans. Donc en 2011, donc Daryl Bem, qui est un psychologue, qui était un psychologue extrêmement respecté à l'époque, parvient à publier des résultats dans la plus prestigieuse revue de psychologie, la Review of Personality and Social Psychology. Et donc, il parvient à publier des résultats prouvant l'existence de perceptions extrasensorielles. Et donc, c'était un scandale à l'époque parce que ça montrait qu'on pouvait publier, même dans les revues les plus prestigieuses, des résultats qui semblaient complètement aberrants. Mais pour répondre donc à la question de Geoffrey, et donc ça, c'est quelque chose qui ne réplique pas étonnamment, si on refait les expériences de BEM, on n'obtient pas du tout les mêmes résultats qu'il a obtenus. Et donc ça avait fait scandale, mais c'est quelque chose en fait qui avait fait scandale parce que c'était représentatif de problèmes beaucoup plus larges et beaucoup plus importants dans la psychologie des années 90, 2000 et même 2010. Donc il faut bien voir que la psychologie sociale récente des années 90-2000, ça a eu quelque chose de très aberrant en fait. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de publications qui étaient complètement absurdes, ou en tout cas qui prétendaient montrer des effets complètement contre-intuitifs. Donc la tarte à la crème dans ce genre de domaine, c'est l'idée de social priming, donc je crois que c'est amorçage social ou quelque chose comme ça en français. Donc c'est juste l'idée que susciter une idée, penser à une idée liée à une catégorie sociale, donc par exemple aux personnes âgées, pouvait conduire à se comporter comme cette catégorie sociale, par exemple aller plus lentement. Donc inconsciemment, même des stimuli très très faibles liés à une certaine idée pouvaient associer un comportement lié à cette idée. Un autre exemple, ça a été la question de avoir une association liée à l'idée de professeur conduit à obtenir de meilleurs résultats à un test en devenant plus assidu ou plus intelligent, ou je ne sais pas trop quoi. Et donc, c'était des tentatives de manipuler inconsciemment les participants. Et évidemment, ça avait eu un succès extrêmement important. Et donc ça a eu beaucoup de controverses parce que dans les années 2010, on s'est rendu compte que ça ne répliquait pas du tout. Donc, par exemple, donc juste pour vous donner une idée du genre de psychologie qui était faite dans les années 90-2000, ça c'est une expérience extrêmement connue de Bartsch, un des principaux représentants du social priming en 96. Donc, lui et ses collègues avaient assigné 30 participants à deux conditions, donc une condition contrôle et une condition personne âgée. Dans les deux conditions, les participants devaient reconstituer des phrases à partir de mots en désordre. Donc, par exemple, homme vit Floride, vieille le en, ça donne le vieil homme vit en Floride. Et donc, en apparence, c'était une tâche purement verbale. En réalité, ce que les expérimentateurs voulaient voir, c'est si les participants avaient adopté différents comportements en fonction de si on leur avait donné des mots à décoder associés à la vieillesse, aux personnes âgées, ou associés à d'autres contextes sociaux. Et donc, pour mesurer le comportement des gens, les expérimentateurs ont demandé aux participants de s'en aller, et ensuite, ils ont mesuré le temps pris par les participants pour se rendre à l'ascenseur. Et extraordinaire, le simple fait d'avoir décodé des mots liés à la vieillesse conduisait à marcher beaucoup plus lentement et à mettre beaucoup plus de temps pour se rendre à l'ascenseur. Donc, une seconde de plus, donc 15% à peu près de temps en plus, c'est quand même un impact assez important, alors que les gens avaient fini de décoder leurs mots près d'une minute avant, quoi. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Il y a deux choses qui sont assez intéressantes avec cette expérience. Une première, c'est que c'est a priori pas hyper plausible. C'est un tout petit peu plus plausible que la parapsychologie, mais c'est quand même pas hyper plausible. Et pourtant, c'était quelque chose qui avait été canonisé parmi les grandes expériences de la psychologie contemporaine. Par exemple, Daniel Kahneman, le prix Nobel d'économie, en parle dans son bouquin à grand public, Système 1, Système 2, comme quelque chose, un résultat dont on ne peut pas douter.
Et pourtant, à partir de 2012, bon, il y a des scientifiques belges qui ont échoué à répliquer ça, et ça a été un des événements à l'origine de la crise de la réplicabilité. Donc, c'est quelque chose qui est assez central dans l'aspect dans le sentiment que la psychologie, le plus globalement, échoue à être crédible. Alors merci Aurélien, c'est des cas extrêmement parlants et ça m'amène à ma deuxième question. Quand on fait de l'expérimental ou même quand on n'en fait pas, on a toujours une crainte que quand on sélectionne un papier ou quand on est en train de faire une recherche sur un domaine précis, qu'on tombe sur quelque chose qui ne réplique pas ou qui n'a pas, il n'y a pas eu encore de résultat de tentative de réplication. Et à quel point c'est généralisé en fait ces problèmes de réplication? Est-ce qu'on a des données quantitatives sur le sujet? Merci, excellente question. Donc là, c'est un cas très particulier, évidemment, le cas du social priming et le cas des petits vieux de Badge, mais c'est vraiment un problème beaucoup plus général. Et c'est un problème pour lequel on a accumulé pas mal de données récemment. Donc, il y a eu beaucoup de projets de réplication au cours des 10 dernières années. Le plus gros large projet de réplication, c'est un projet qui a été de réplication en psychologie, qui a été publié en 2015 où une équipe internationale a essayé de répliquer 97 expériences et a obtenu 36% de succès dans la réplication de ces expériences. Donc, il n'y a eu que 36% d'expériences qui donnaient des résultats globalement similaires aux expériences originelles. Donc ça fait un scandale énorme. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'il faut se rendre compte que ce n'est pas juste un problème lié à la psychologie ou lié à des revues complètement obscures. Donc, il y a eu un projet de réplication aussi des articles publiés dans Nature et Science, donc un projet des expériences de sciences sociales publiées dans ces deux revues. Et là encore, on a eu des assez gros problèmes pour répliquer avec succès les expériences, 57% de succès. Et donc, c'est quelque chose qui est vraiment général et qui affecte même les revues les plus prestigieuses. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est quand même que c'est pas forcément dans tous les domaines de façon aussi forte. Bon, par exemple, il y a eu un projet un peu différent en psychologie de la personnalité qu'on savait de longue date que c'était un des champs de la psychologie les plus robustes. Donc, il y a eu beaucoup plus de succès. C'est la même chose en philosophie expérimentale. Donc, ça, c'était un projet qui avait été mené par Florian. Et donc là, dans les deux cas, on a obtenu des résultats beaucoup plus similaires aux expériences originelles. Mais c'est quand même un problème qui concerne beaucoup de domaines, psychologie, économie, sciences de l'éducation, etc. Et c'est un problème qui ne concerne pas uniquement les sciences sociales, mais qui concerne aussi certains domaines des sciences naturelles, donc, notamment la biologie du cancer. Donc, biologie du cancer, là, on parle d'expériences faites essentiellement sur des animaux, donc précliniques, donc bon, sur des chats, n'importe quoi, sur des rats la plupart du temps. Euh, et donc, on essaie de voir dans quelle mesure un nouveau traitement peut guérir du cancer chez la souris ou le rat ou des trucs comme ça. Et pour ça, on n'a pas encore fini de faire ce projet de réplication, mais les premiers résultats donnent le sentiment qu'il y a vraiment des énormes problèmes dans ce domaine-là aussi. Donc, tout ça, ça reste des échantillons assez faibles, ça reste seulement certains domaines particuliers, mais tout donne à croire que c'est quelque chose qui est vraiment un problème général dans les sciences sociales et biomédicales. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être une sorte d'introduction générale à tous ces problèmes, aux causes, etc. Avant de me lancer là-dedans, je vais juste dire ce qu'on entendra aujourd'hui par réplicabilité. Donc, répliquer une expérience, ça consiste à utiliser les mêmes méthodes ou des méthodes similaires à celles employées par les auteurs originaux de l'expérience. Ça, c'est ce qu'on appelle répliquer. Ensuite, répliquer avec succès, c'est obtenir des résultats similaires aux résultats originaux. Donc, on peut débattre de ce que c'est qu'obtenir des résultats similaires, mais globalement, c'est ça les définitions généralement employées. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, tout d'abord une très, très, très rapide histoire de la crise de la réplicabilité. Ensuite, les causes, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé. Troisièmement, possibles solutions, les évolutions récentes en psychologie et autres sciences sociales et biomédicales dans ce domaine. Et finalement, si j'ai le temps, je parlerai un petit peu de l'importance générale de la crise de l'applicabilité pour une théorie générale des sciences. Voilà, donc origine de la crise. Donc, ce qui est important,
à comprendre, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est assez récent, en fait. Globalement, les expériences en sciences sociales ont des problèmes énormes depuis très très longtemps, mais ce sentiment de crise, c'est quelque chose qui est apparu au début des années 2011-2012 et qui est apparu en psychologie. Donc ensuite, à partir des années 2015, le sentiment de crise et les réformes se sont répandus à d'autres disciplines, enfin, en économie, sciences de l'éducation, sociologie, etc. Mais c'est vraiment, dans les sciences sociales, c'est vraiment la psychologie qui a joué un rôle moteur dans la prise de conscience qu'il y avait des problèmes de réplicabilité. Les sciences biomédicales, c'est un peu différent. Ils ont c'est plus rigoureux généralement. Ils ont des mouvements de réforme beaucoup plus anciens. Mais en tout cas, en sciences sociales, la psychologie a eu un rôle assez majeur. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? Pourquoi en psychologie? Enfin, la psychologie, c'est vraiment pas la reine des disciplines de sciences sociales. Enfin, globalement, il y a une histoire un peu bâtarde avec beaucoup de domaines pas très sérieux. Mais pour autant, ça a été quand même un domaine majeur en termes de scandales et en termes de réformes ultérieures. 2011, 2012, il y a eu une série de scandales qui ont conduit à des réformes ultérieures. Donc, le premier scandale, donc on l'a déjà vu, c'est Daryl Bem qui a réussi à publier une preuve, entre guillemets, de l'existence de perceptions extrasensorielles dans la revue la plus prestigieuse de psychologie, en servant exactement des mêmes méthodes que les psychologues. Un deuxième scandale, qui est une problématique un peu différente, mais quand même importante, c'est le psychologue néerlandais Diederik Stapel qui démissionne après avoir falsifié des données. Donc, c'était un des psychologues les plus en vue de l'époque. Évidemment, ça fait scandale. Un troisième scandale, c'est l'échec de réplication d'expériences liées au social priming. C'est ce qu'on vient de voir. Et donc, tout ça, tous ces événements indépendants les uns des autres donnent un sentiment global de crise. Et par exemple, une des manifestations de sentiment de crise, c'est le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman, qui publie en 2012 une lettre publique qui appelle à un projet de réplication du social priming. Donc, ce projet-là en particulier n'aboutit pas, il n'y a aucune réponse à l'appel de Daniel Kahneman, mais quand même une équipe internationale de psychologues se lance dans un projet de réplication générale, donc qui donne lieu à la publication en 2015 du Reproducibility Project Psychology, dont je viens de parler, qui montrait seulement la réplication de 36% des expériences. Et donc, à partir de ça, en fait, on aboutit à une situation d'un sentiment général de crise. Et les 6 dernières années ont donné lieu à une succession de réformes majeures dans les plus grandes revues de psychologie et un changement de l'ensemble des pratiques. Donc, on va voir dans quelle mesure les pratiques ont vraiment changé ultérieurement, mais ce qui est vraiment excitant et intéressant dans cette période de l'histoire des sciences sociales, c'est que c'est vraiment une des périodes les plus révolutionnaires en termes de changement des pratiques scientifiques. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment un aspect majeur de l'histoire des sciences sociales. Et c'est ce que je vous présentais aujourd'hui. Ouais. Alors, j'ai oublié de préciser quelque chose tout à l'heure en te présentant, justement, et ça tombe bien parce que c'est en lien avec la question que je voulais te poser. J'ai oublié de mentionner que, par exemple, durant ta carrière, tu as eu l'occasion, tu mentionnais le projet de réplicabilité de Florian Covin en philosophie expérimentale. Donc, Aurélien Allard, ici présent, a participé à ce projet de réplication de certaines des expériences. Et récemment aussi, tu as été impliqué dans un projet qui consistait à faire l'inspection de différentes revues en psychologie et en management afin de voir si il y avait eu des améliorations ou en tout cas si l'open science, dont tu parleras un peu plus tard, avait atteint ces journaux. Et du coup, tu as eu l'occasion de voir un peu de l'intérieur que potentiellement quelles peuvent être les causes en fait de ces problèmes de réplicabilité. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose justement? C'est quoi les causes? Est-ce que c'est les scientifiques qui seraient mauvais? Est-ce que c'est structurel? Voilà. Ouais. Merci Geoffrey. Donc, les causes, c'est très compliqué. Je vais simplement mettre en avant une cause particulière qui est vraiment simplement une cause structurelle, qui est une cause en termes d'incitation. Donc, globalement, il y a beaucoup de causes qu'on peut mettre en avant. Le fait que les scientifiques sont mal informés, n'ont pas vraiment conscience de la conséquence de leur pratique statistique. Mais
je pense qu'il y a quand même un consensus sur le fait que la cause principale, c'est simplement une cause bêtement économique ou incitative. Pour faire une carrière scientifique, pour avoir du prestige, il faut publier. Et il faut publier théoriquement dans les plus grandes revues scientifiques, les plus prestigieuses. Or, pour publier dans les revues les plus prestigieuses, ou pour publier tout court, il est très important d'avoir des résultats qui sont glamour ou qui sont considérés comme excitants. Et si on a juste des résultats un peu ternes, ça va vraiment limiter les chances de publier. Et c'est cette forte incitation à améliorer ces résultats et les rendre les plus intéressants possibles qui, globalement, est une des causes considérées comme étant une des causes principales de la crise de la l'applicabilité. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle des résultats glamour ou excitants? Globalement, c'est le fait que des résultats positifs ont une bien plus grande chance d'être publiés que des résultats négatifs ou nuls. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un résultat positif? Qu'est-ce que c'est qu'un résultat nul? Donc, le résultat positif, c'est le fait qu'on a découvert une association ou l'impact d'une intervention. Donc, un résultat allant dans une certaine direction. Résultat nul ou négatif, c'est l'absence d'association ou d'impact. Donc, ça peut être dans plein de domaines différents. Et de façon générale, dans beaucoup de domaines scientifiques, on considère qu'un résultat positif est beaucoup plus excitant, beaucoup plus intéressant qu'un résultat nul. Enfin, si on prend la biologie ou la médecine, par exemple, un résultat positif, ça peut être on a découvert que tel facteur environnemental est une cause du cancer. Par exemple, le glyphosate cause le cancer, c'est un résultat positif. Alors que le glyphosate, on n'a pas réussi à trouver un lien entre le glyphosate et le cancer, c'est un résultat négatif ou nul. Et on considère que c'est quand même plus intéressant d'avoir une indication d'une cause positive du cancer plutôt qu'une indication d'une absence de cause. Et c'est la même chose si on cherche à étudier l'impact d'un médicament sur la santé. Si on prouve qu'un nouveau médicament guérit de la dépression, c'est une super nouvelle, très intéressante. Et si ce médicament échoue à guérir de la dépression, c'est beaucoup moins sexy. Et c'est la même chose en psychologie, même si c'est un domaine quand même un peu différent. Mais par exemple, si on montre que lire des textes vaguement reliés à la vieillesse conduit à marcher beaucoup plus lentement, en soi, c'est révolutionnaire. Ça change notre vision de l'être humain. Et donc ça, c'est considéré comme étant beaucoup plus intéressant que de montrer que lire ces mêmes textes n'a aucun impact sur notre vitesse. Donc du coup, il y a une recherche générale de résultats positifs. Donc, pour voir ce que c'est qu'un résultat positif ou un résultat nul et ce que ça implique par rapport au progrès scientifique, par rapport à la découverte scientifique, on peut reprendre juste une quadripartition assez classique. Donc, en haut, vous avez une division entre ce qui existe en réalité. Donc, est-ce qu'en réalité, on a une association positive ou une association nulle? Par exemple, si on prend un médicament qui est utilisé pour guérir de la dépression, est-ce que le médicament effectivement guérit de la dépression ou, association nulle, ne guérit pas de la dépression? Et à gauche, vous avez les résultats expérimentaux qu'on trouve lorsqu'on fait notre expérience. Donc, est-ce qu'on obtient un résultat positif? Est-ce qu'on conclut au fait que le médicament guérit de la dépression? Ou résultat nul, est-ce que on conclut que le médicament ne guérit pas de la dépression? Et donc, on a 4 solutions possibles dans ce cas-là, en croisant les deux facteurs. Un vrai positif, c'est il y a une association en réalité et on découvre qu'il y a une association. Donc, notre médicament, en réalité, guérit de la dépression et on découvre bien qu'il a un impact positif sur la dépression. Faux positif, en réalité, notre médicament n'a aucun impact sur la dépression, mais on a l'impression qu'il a un impact. Ensuite, on a le faux négatif. Donc, dans ce contexte-là, on a l'impression que notre médicament n'a pas d'impact, même si en réalité, il a un impact positif sur la dépression. Et, vrai négatif. Dans ce cas-là, notre médicament ne sert à rien, n'a pas d'impact sur la dépression. Et c'est effectivement ce qu'on conclut dans notre étude scientifique. Et donc,
qu'est-ce qu'on recherche d'un point de vue scientifique? Qu'est-ce qu'on cherche en termes de découverte? Qu'est-ce qui permet un progrès en termes de connaissances? Eh bien, c'est un accord entre le résultat expérimental et l'association existant en réalité. Donc, c'est un accord entre un vrai positif ou un vrai négatif. Un vrai positif, notre médicament marche, on s'en rend compte. Vrai négatif, notre médicament ne marche pas et on s'en rend compte. Donc ça, idéalement, c'est ce que les scientifiques devraient rechercher. Mais d'un point de vue de carrière, en fait, c'est pas ce qui est recommandé. En fait, en haut à gauche, un vrai positif, c'est parfait, c'est très bien. Mais un vrai négatif, bah, c'est pas sexy, donc ce sera pas publiable. Et donc, l'incitation vis-à-vis des scientifiques, ce qu'ils cherchent à publier, c'est la catégorie supérieure. Il faut juste que le résultat expérimental soit positif. Et ça inclut une catégorie de vrais positifs, qui est effectivement un progrès pour la science, mais ça inclut aussi le fait qu'il y ait des faux positifs. Et donc, le fait que les scientifiques donnent l'impression qu'il y a une association en réalité, que le médicament est un médicament miracle, alors même que le médicament n'a aucun impact sur la dépression. Et c'est ça, fondamentalement, ce décalage entre les intérêts de la science et les intérêts du chercheur qui constitue une des causes de la crise de la réplicabilité. Et donc, cette recherche d'effets positifs conduit à deux conséquences globales, donc à un biais de publication. Donc, on ne publie que les études qui marchent, on ne soumet aux revues que les études qui marchent, qui montrent un impact positif. Et une deuxième conséquence, qui est le p-hacking, sur lequel je vais revenir, ce qui est le fait d'essayer de faire marcher les études qui ne semblent pas marcher. Donc ça, c'est deux grandes catégories. Je vais d'abord commencer par le biais de publication. Donc tout d'abord, le biais de publication, c'est vraiment quelque chose qui est très, très fréquent en sciences. Donc ça, c'est les résultats d'une enquête de Leslie John publiée en 2012, qui est aussi en fait une des causes du sentiment de crise de la réplicabilité, parce que ça avait fait grand bruit à l'époque. Et donc, ils avaient interrogé quelques centaines de psychologues, et ils avaient vu que la moitié admettait avoir au cours de leur carrière, avoir à un moment donné reporté de façon sélective les études qui ont marché. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est incroyablement courant en sciences. Enfin, je pense que la plupart des gens seraient d'accord qu'en réalité, c'est probablement plus de la moitié des chercheurs qui ont déjà fait ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce contexte? Eh bien, c'est un contexte où chaque étude scientifique, en fait, est soumise à une série de filtres successifs qui, à chaque fois, améliorent et embellissent la réalité. Donc, un premier filtre, c'est le fait que les chercheurs s'autocensurent eux-mêmes. Donc, ils ont beaucoup moins de chances de soumettre des résultats négatifs à des revues scientifiques. Ça, on n'a pas énormément de données parce que c'est dur à étudier, mais on a quand même pas mal de données on a étudié l'ensemble des études faites par certains des échantillons de chercheurs et on voit qu'ils ont beaucoup plus tendance à écrire des articles sur leurs découvertes s'ils obtiennent des résultats positifs plutôt que négatifs. Donc, premier filtre, les chercheurs ne soumettent que leurs résultats les plus glamour. Ensuite, deuxième filtre, même si on leur soumet des résultats négatifs, les revues ont moins de chances de les publier. Donc, il y a l'ensemble des recherches scientifiques. Ensuite, il y a l'ensemble des recherches soumises aux revues scientifiques. Et ensuite, il y a l'ensemble des études qui sont publiées. Et donc, les études qui sont publiées ont déjà subi deux filtres qui conduisent à une sélection des résultats les plus glamour et les plus, du coup, potentiellement trompeurs. Et ensuite, en fait, il y a un autre filtre. Donc ça, c'est la littérature scientifique. Si vous êtes chercheur, c'est à ça que vous vous intéressez. Mais si on prend le point de vue du grand public, on a un troisième filtre qui apparaît. C'est le filtre opéré par les journaux grand public. Donc il y a eu pas mal d'études aussi assez intéressantes sur ce sujet. Et donc, les journaux grand public, Le Monde, le New York Times, etc., ont eux-mêmes une préférence pour les résultats positifs. Et ont une bien plus grande tendance à sélectionner les résultats scientifiques qui annoncent des découvertes, etc., lancent des appels à un certain impact positif de résultats. Et donc, ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, si vous lisez vraiment juste la page science du Monde, du New York Times, n'importe quoi,
vous allez vraiment avoir une image complètement déformée des recherches qui ont été effectivement faites par les chercheurs. Et donc, ces différents filtres successifs conduisent à deux conséquences majeures. Donc, une première conséquence, c'est que même si en réalité il n'y a aucun effet, on a l'impression qu'il y a quand même un effet. C'est le faux positif. Et une deuxième conséquence qui est un peu moins intuitive, c'est le fait que même s'il y a un effet en réalité, la taille de cet effet sera fortement exagérée. Donc là, il y a un effet et on découvre qu'il y a un effet, donc c'est un vrai positif. En théorie, c'est bien. Mais même dans ce cas-là, en fait, c'est problématique. La littérature scientifique est problématique vis-à-vis de ça, parce qu'on a un vrai positif trompeur qui exagère la réalité sous-jacente. J'ai juste fait, donc ça c'est juste un exemple sur la littérature des réplications, où on voit qu'à chaque fois qu'on essaie de répliquer des expériences, on a la taille d'effet qui diminue lors des réplications. Donc, par exemple, en psychologie, si vous faites une expérience, en moyenne, vous allez obtenir 50% de la taille d'effet de l'expérience originale. Et c'est quelque chose qui reste vrai. Enfin, donc ça, c'est par rapport à l'ensemble des expériences, mais reste vrai même si on considère les expériences qui ont répliqué avec succès. Donc, même si des expériences répliquent avec succès, vous allez quand même avoir une diminution de la taille d'effet. Donc, un médicament contre la dépression, même s'il marche effectivement, il aura tendance à marcher moins bien que ce qu'on vous annonce dans la littérature scientifique. Donc ça, c'est juste quelques graphiques pour vous permettre de vous représenter ce qui se passe. Donc là, c'est juste un cas imaginaire de l'ensemble des études qui ont été faites, mettons, sur un médicament pour soigner la dépression. Donc là, la courbe bleue, ça représente la densité des études. Donc, par exemple, le haut de la courbe normale, c'est juste à 0. C'est juste le fait que le mode, c'est le fait que les études ne voient aucun impact sur la dépression. -2 à gauche, le fait que les études trouvent qu'il y a un impact très important sur la dépression. Le 2 à droite, c'est le fait qu'il y a quelques études qui peuvent trouver un résultat très positif sur la dépression. Et la barre rouge, c'est le seuil de significativité. Enfin, à droite, on considère qu'il y a des résultats positifs. À gauche, on considère qu'il y a des résultats nuls. Voilà. C'est juste une image pour vous donner une impression de ce qui se passe en fait dans la littérature scientifique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est clair? Ok. Je vais juste continuer par rapport à ça. Mais c'est juste pour vous donner une idée en fait. Donc, si on a accès à l'ensemble de la courbe bleue, donc l'ensemble des études qui ont été faites sur un sujet, on pourrait les combiner et se rendre compte que l'effet moyen en vrai est à 0, qu'il n'y a pas d'impact en réalité. Mais si on se focalise sur les résultats publiés, en fait, on va voir uniquement les résultats significatifs, donc les résultats positifs à droite de la courbe rouge. Et donc, si on se focalise sur les quelques résultats qui restent, les résultats, donc les bleus qui restent ici, on va avoir l'impression en fait que notre médicament a un impact extraordinaire sur la dépression. Et ce qu'il faut bien voir, donc là, c'est que des faux positifs, si on regarde la littérature. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça, cette exagération de l'effet, ça reste vrai même si on a un médicament qui marche. Donc là, c'est juste une représentation de ce qui se passe dans un médicament qui marche. Donc vous avez la moyenne, la mode ou le mode de la courbe normale bleue, c'est à 1. Donc imaginons que 1, ça correspond à un effet pas incroyable, mais un effet quand même positif sur la dépression. Et donc là, ce qui se passe, c'est que si on combinait toutes ces études, on se rendrait compte que le médicament marche, mais ne marche pas de façon extraordinaire. Mais si on se concentre que sur les études publiées, en fait, on va avoir l'impression que notre médicament a un résultat extraordinaire. Parce que les seules expériences qui auront eu un résultat positif, qui auront montré un impact positif du médicament, ce seront les expériences qui auront tendance à exagérer l'impact du médicament. Et donc, on se retrouve avec une littérature où il y a à la fois des faux positifs et des vrais positifs, mais où même les vrais positifs, les vraies découvertes, en fait, tendent à survendre les résultats et à tromper le lecteur. Donc, tout ça, c'est un ensemble de conséquences du biais de publication qui sont assez terribles. Et donc,
maintenant, on peut passer à l'autre partie des pratiques douteuses des scientifiques. Donc, il y a le biais de publication et il y a le p-hacking. Donc, qu'est-ce que c'est que la différence entre les deux? Donc, un biais de publication pur, c'est juste le fait de ne pas publier, de mettre dans le tiroir les expériences qui n'ont pas marché. Donc, par exemple, on fait 20 expériences différentes et on voit qu'il y a une seule expérience sur les 20 qui marche. Donc, résultat, on va publier uniquement l'expérience sur les 20 qui a marché et les 19 autres, on va les mettre dans le tiroir, on va les abandonner. Donc ça, ce serait ce qui se passerait s'il y avait juste un biais de publication pur ou juste une sélection où on ne sélectionne que les expériences qui ont marché. En fait, c'est vraiment ça qui se passe dans la réalité. C'est pas ça que les chercheurs font, parce que d'un point de vue du chercheur, en fait, c'est extrêmement coûteux. Si à chaque fois que vous voulez publier une expérience, vous devez en faire 20, vous allez perdre énormément d'argent, en fait. Donc, du coup, en fait, ce que les chercheurs font, c'est pas qu'ils font plein d'expériences différentes et c'est uniquement une seule expérience qui a marché, c'est qu'ils essayent d'arranger toutes les expériences qu'ils font pour les faire marcher, pour maximiser les chances d'avoir un résultat positif. Et donc, en fait, c'est ce sort de magouillage des données pour obtenir des résultats positifs qu'on appelle le p-hacking. Donc, le p-hacking, c'est une référence à la valeur P. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, en fait, parce que c'est un peu trop... je pense que vous n'êtes pas forcément tous familiers avec ça. Et je pense que la logique générale est indépendante, en fait, de la question de la valeur P. Donc, je ne vais pas en parler. Mais c'est juste, le p-hacking en général, c'est juste le fait de multiplier les types d'analyses possibles sur nos données en espérant qu'on va finir par avoir un résultat significatif ou un résultat positif. Et donc, ça peut prendre plein de formes différentes. Je vais juste en mettre en avant deux. Donc, une des formes possibles du p-hacking, c'est de se servir de plusieurs conditions expérimentales et de se focaliser sur les conditions expérimentales qui a marché. Donc là, en fait, c'est pas juste on fait une expérience, puis une autre expérience. C'est on fait juste une méga expérience avec pas mal de conditions expérimentales et on sélectionne la condition qui est la plus prometteuse. Et un autre cas extrêmement courant de p-hacking, c'est le fait d'utiliser plusieurs variables dépendantes ou des variables dépendantes flexibles. Donc, je vais prendre des exemples de ces deux cas pour montrer ce qui se passe dans ces conditions-là. Donc, essayer plusieurs conditions expérimentales et se focaliser sur celle qui a marché. Là encore, on peut reprendre l'expérience de John Bargh de 96, donc c'est celle où il y avait l'expérience avec les personnes âgées. Mais la première étude, c'est pas une étude avec les personnes âgées, c'est aussi une question aussi une situation de priming, donc une prime qui était polie, donc on lit des mots liés à la politesse, une prime mal polie, donc liée au fait d'être grossier, et une prime neutre. Et à partir de ça, les chercheurs ont mesuré la tendance que les sujets avaient à interrompre un expérimentateur qui était perdu dans une conversation. Et donc là, en fait, on a trois conditions. Et ce qui est assez intéressant, en fait, et ce qui est assez fréquent dans les expériences de psychologie, c'est qu'ils trouvent une différence significative uniquement entre une des deux conditions expérimentales. Donc en fait, ils ont trouvé que la condition mal polie, les gens dans la condition mal polie avaient plus tendance à interrompre l'expérimentateur, mais qu'il n'y avait pas de différence entre la condition polie et la condition neutre. Et ça, ce qui est assez intéressant, en fait, en soi, c'est pas un problème, mais c'est la manière dont ils interprètent leurs données, où ils défendent l'idée que c'est une preuve que le priming marche, parce qu'on voit bien qu'il y a une différence. Mais du coup, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a plein de conditions différentes qui leur auraient permis de conclure un résultat significatif. Donc, si la condition mal polie avait été à part, ça leur a permis de crier victoire. Si la condition polie avait été à part, ça leur a permis de crier victoire. Si les deux conditions avaient été un petit peu à part, mais pas énormément, ça leur a aussi permis de crier victoire. Et donc, ça offre des possibilités différentes d'interpréter les résultats. Et ça augmente du coup les chances d'obtenir au moins un résultat significatif. Et c'est quelque chose qui est assez fréquent. Une autre condition, une autre technique de p-hacking qui est assez
courante, c'est le fait d'utiliser plusieurs variables dépendantes. Donc, la variable dépendante, c'est la variable que vous cherchez à prédire dans votre expérience. Et donc, ça, c'est un exemple qui est assez intéressant parce que c'est un exemple extrêmement récent, donc 2018. Et bon, je vous rassure qu'il n'est pas lié dans ce cas-là à la question du priming. Et donc, c'est une étude qui a été publiée en 2018 dans PNAS, donc une des plus prestigieuses revues de sciences sociales, et donc plus que de sciences sociales, qui tentait de mesurer l'impact de l'exposition à des vues opposées sur Twitter en termes de polarisation politique. Donc, on est dans un contexte américain, il y a une forte polarisation entre démocrates et républicains. On voit si le fait d'être exposé à des tweets d'hommes politiques opposés, donc si vous êtes démocrate, l'exposition à des tweets de Donald Trump, si ça vous conduit à devenir plus ou moins polarisé, donc plus ou moins hostile au bord opposé. Et donc, conclut, les auteurs constatent une augmentation de la polarisation, donc les partisans deviennent plus hostiles aux partisans du bord opposé, après exposition à des vues opposées. Donc c'est intéressant, ça fait énormément de bruit à l'époque, mais c'est une étude qui est un petit peu douteuse par pas mal d'aspects. Le plus douteux, c'est que les auteurs ont utilisé 6 manières différentes de mesurer la polarisation. Et si vous lisez l'article, vous n'allez voir qu'une seule mesure sur les 6. Et donc, ils ont utilisé 6 mesures différentes, donc affective polarization, estimate of the size of the ad group, expressive partisanship, bipartisan engagement, ideological polarization, partisan identification. Donc, c'est beaucoup de mesures différentes. Et en fait, il n'y en a qu'une seule, ideological polarization, qu'ils analysent dans l'article. Et ils ne mentionnent pas à un seul instant le fait qu'ils ont mesuré 6 manières différentes. Et donc, par exemple, pour vous donner une idée des différences entre tout ça, affective polarization, c'est le fait dans quelle mesure est-ce que vous sentez des sentiments positifs ou négatifs, enfin, chaleureux vis-à-vis des partisans du bord opposé, bipartisan engagement, dans quelle mesure vous pensez qu'il est important d'engager le dialogue avec le groupe opposé, etc. Et donc tout ça, ils l'ont passé à la trappe, ils l'ont pas du tout reporté. Et la polarisation idéologique, c'est le fait d'avoir des vues encore plus ancrées dans les domaines, dans des domaines politiques. Par exemple, être encore plus à gauche sur des questions économiques ou des trucs comme ça. Donc, en soi, ce serait une mesure légitime de la polarisation, mais juste reporter ça alors que les 5 autres mesures de polarisation n'ont rien donné, c'est juste utiliser une pratique qui va systématiquement surestimer l'effet que vous cherchez à mesurer dans la population. Et donc ça, c'est un exemple extrêmement courant. Et un autre exemple extrêmement courant, par exemple en psychiatrie, c'est le fait de se servir de plusieurs mesures de la dépression. Enfin, il y a beaucoup d'échelles de la dépression différentes, et juste de sélectionner l'échelle de la dépression qui a montré une amélioration du sort de votre patient. Mais ça, c'est dans tous les domaines. Et donc ça, c'est une logique générale qui permet d'augmenter l'impact de vos résultats, sans avoir à refaire 20 fois de suite la même expérience. Donc là, bon, ils ont juste fait une seule fois et ça leur a permis de reporter un résultat positif. Et ça, c'est pas quelque chose qui est... Enfin, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement courant si vous lisez l'article scientifique, et c'est aussi quelque chose que les chercheurs admettent qu'ils font. Dans la même étude de Leslie John de 2012, elle avait trouvé donc il y avait 65% par exemple des chercheurs qui admettaient avoir manqué de reporter toutes les mesures variables dépendantes, ou 30% qui manquaient d'avoir reporté toutes les conditions de leur étude. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que globalement, il y a la partie visible et la partie invisible. Dans le cas de Barge, donc le cas du social priming, où ils avaient 3 conditions, ils trouvent une différence significative entre une seule des 3 conditions et les 2 autres. Là, c'était visible, le fait qu'il s'était concentré sur une seule condition. Mais il y a par ailleurs la partie cachée, où il y a d'autres chercheurs qui auraient simplement éliminé la condition qui ne leur plaisait pas. Et donc, c'est parfois visible, parfois invisible, mais dans les 2 cas, ça aboutit à survendre ces résultats scientifiques.
Alors, c'est des résultats assez frappants, en fait, tout ça. De prime abord, on est un peu tenté, en fait, quand on voit ça, de tomber dans un scepticisme peut-être un peu maussade devant tant de p-hacking. Est-ce que quand on sélectionne un papier et qu'on veut lire un papier expérimental, on est condamné un peu à se dire, bon, il y a sûrement une grande probabilité que ce soit p-hacké, ou est-ce que tu aurais des indices ou des conseils à nous donner sur est-ce qu'on peut repérer, en fait, un papier qui serait p-hacké? Alors, il y a vraiment énormément de manières de repérer qu'un article est piaqué. Globalement, si vous ne connaissez rien de domaine et si vous lisez juste la une du New York Times, oui, vous pouvez être sceptique hein, dans ce domaine-là. Mais si vous voulez chercher à creuser, à aller plus loin, effectivement, ça peut être bien de chercher à voir des signes de peer hacking. Donc là, c'est juste un exemple. C'était un article que j'avais lu dans le Nouvel Obs il y a quelques années. Euh, Ça, c'est un cas qui est assez intéressant. En fait, on peut voir des signes de peer hacking, même si on l'a lu l'article publié donc dans Nouvel Obs. Donc, je vais juste vous lire ça et ensuite je vais vous donner quelques instants pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut voir qu'il y a des signes de peer hacking. Au début des années 1990, on s'est aperçu que le personnel navigant des compagnies aériennes affichait, pour certains cancers, des taux très supérieurs à ceux de la population générale. 2 fois plus de cancer du sein, 15 fois plus de cancer des os, 5 fois plus de leucémie aiguë lymphoïde, par exemple. Aujourd'hui, il est démontré que les problèmes constatés ne viennent ni de la Terre ni de l'avion, mais bien du ciel et de ses rayonnements cosmiques. Voilà. Donc, je vais vous laisser une minute pour réfléchir à ça. Et bon, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez une idée de signes possibles de p-hacking. Didier ou Mathilde, est-ce que vous avez une idée? Euh, moi, j'ai l'impression que le fait de dire juste on s'est aperçu, et puis ensuite il est démontré, il n'y a pas vraiment de preuve quelconque. On a l'impression qu'on pourrait dire un peu ce qu'on veut en disant on s'est aperçu que on- il n'y a pas vraiment d'argument ou de démonstration, d'expérience empirique qui prouverait ça, quoi, j'ai l'impression. Ouais. Ça, effectivement. Après, je pense que là, c'est vraiment juste du langage journalistique où ils essaient juste de faire un style littéraire en changeant le genre d'adjectif qu'ils utilisent. Donc, ouais. Gavish? Ouais, moi je me demandais juste qu'en est-il des autres cancers en fait? Ce qui n'est pas cancer du sein. Est-ce qu'ils ont peut-être mesuré d'autres cancers et n'ont rien trouvé? Enfin, voilà, ça pourrait éventuellement indiquer du p-hacking. Enfin, je veux dire, il faut une liste assez spécifique. Cancer du sein, cancer des os, leucémie. Mais qu'en est-il de tous les autres? Est-ce qu'ils les ont mesurés, etc. Ouais. Bah, ça, globalement, c'est vraiment, enfin, c'est une très bonne remarque et c'est vraiment une source extrêmement fréquente de p-hacking. C'est juste mesurer 10 000 cancers à la fois et se focaliser sur quelques-uns. Et des fois, ça a du sens. Enfin, des fois, effectivement, on a de bonnes raisons, par exemple, de penser que le tabac cause en priorité le cancer du poumon. Mais dans beaucoup de cas, on n'a pas du tout d'études d'attente théoriques. Et là, en fait, c'est quelque chose qui est encore plus frappant pour les cancers qu'ils ont pris, en fait. Enfin, parce que 15 fois plus de cancer des os, 5 fois plus de leucémie aiguë lymphoïde. Bon, le cancer des os, c'est vraiment extrêmement rare. Enfin, bon, ça arrive, mais ça n'arrive quasiment jamais. Les leucémies aiguës lymphoïdes, c'est même pas le type le plus fréquent de leucémie. Donc là, en fait, je pense que honnêtement, ils ont dû avoir juste peut-être 2 ou 3 cas, 1 ou 2 cas, je sais pas, dans leurs études.
Et c'était juste 15 fois plus ou 5 fois plus que ce qu'on a dans la population en général. Et donc, on parle vraiment de tout petits chiffres et ils ont vraiment juste sélectionné ce type de cancer-là pour faire peur aux lecteurs, en fait, pour donner des chiffres qui semblaient extrêmement frappants. Et donc, ça, c'est une analyse en sous-groupe. Bon, le cancer du sein, c'est beaucoup plus courant, donc c'est un chiffre qui est beaucoup plus fiable. Mais même là, on se demande pourquoi est-ce qu'ils sont focalisés sur le cancer du sein plutôt que sur l'ensemble des cancers. Et en général, si on vous donne que des cancers en particulier et pas l'analyse sur les cancers en général, et qu'on ne vous donne pas de raison théorique de vous attendre à ce que une maladie frappe en particulier un certain type de cancer, vous pouvez vous commencer à vous méfier de l'analyse. Donc ça, c'est un cas où la sélection d'une type de maladie est assez frappant. Là, j'ai juste pris un deuxième exemple. Là, c'est peut-être légèrement plus subtil. Donc, des chercheurs ont demandé à des pompiers de faire des pompes. Donc ça, c'est un article du Monde. Le New York Times a fait exactement le même article. Des chercheurs ont demandé à des pompiers de faire des pompes. Ceux qui pouvaient en faire au moins 40 d'affilée auraient 96% moins de risque de problèmes cardiaques. Ces mêmes pompiers avaient aussi, durant l'étude, effectué des tests pour mesurer leur capacité aérobie sur tapis roulant. Mais il s'est révélé que la capacité à faire des pompes était un meilleur indicateur de futurs problèmes cardiaques que les tests sur tapis roulant. Donc là aussi, je vais vous donner une minute pour réfléchir à des signes possibles de problèmes. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Je ne sais pas si tu vois, Aurélien. Ouais, mais je pense qu'il a oublié de l'abaisser par rapport à la dernière fois. Mais enfin, si tu as encore une idée, Gavish, c'est avec plaisir. En fait, ouais, j'étais en train de me dire aussi, pour la même, en l'occurrence, oui, j'ai oublié de la baisser, mais j'étais en train de me dire, en fait, est-ce que le nombre 40 avait été déterminé déjà à l'avance ou est-ce qu'ils l'ont juste sélectionné après avoir regardé tous les résultats? Ouais. Donc, ça, c'est le gros truc. Bon, il y a un deuxième qui est le fait que ils ont aussi testé l'aérobie. Donc, ils se sont sélectionnés sur celui qui avait le mieux marché. Et en plus, et ça, c'est le truc le plus bizarre, c'est le fait d'arriver à faire 40 pompes d'affilée. Je suis à peu près sûr qu'ils n'avaient pas ça en tête dès le départ. Enfin, c'est à peu près sûr que l'analyse la plus naturelle, ce serait juste de faire une analyse linéaire. Quel est l'impact de faire plus de pompes? Mais non, eux, ils sélectionnent. Ils font une dichotomie. Ils sélectionnent moins de 40, plus de 40. Ce qui est pas normalement ce qu'on fait de façon normale, enfin, ce qu'on fait normalement en médecine. Donc, là, c'est à peu près sûr qu'ils ont sélectionné le chiffre 40 a posteriori en espérant, parce qu'ils ont constaté, en fait, que c'était là où il y avait le plus gros écart entre les deux. Et donc, du coup, c'est une combinaison de deux techniques, avoir deux conditions, mais en sélectionner la condition de pompe qui marche mieux et faire l'analyse sur plus de 40, moins de 40, parce que c'est ça qui semble le plus déterminant, ça conduit à un résultat qui est complètement absurde. En fait, c'est à peu près sûr que faire des pompes, arriver à faire des pompes, c'est sûr que c'est un signe de bonne santé cardiaque. Donc là, on est à peu près sûr qu'on est dans un résultat vrai. Enfin, c'est évident. Ce serait absurde si le fait d'arriver à faire des pompes n'avait pas d'impact sur la santé, n'avait pas d'association sur la santé. Mais c'est juste un chiffre qui est complètement absurde. Je sais pas quel serait l'impact de arriver à faire des pompes sur la santé cardiaque, mais ce serait pas 96% de moins de risque de problème cardiaque. Si c'était ça, ce serait vraiment complètement miraculeux. Donc là, c'est un cas de vraie science scientifique et qui conduit à des articles, à des résultats complètement délirants. Donc voilà, donc ça, c'est deux manières différentes de rechercher à voir des signes de p-hacking. Et c'est quelque chose de façon générale que vous pouvez toujours garder en tête quand vous lisez des articles de la littérature scientifique. Il faut toujours se demander
quels étaient les degrés de liberté des chercheurs, quels étaient leurs degrés de liberté lorsqu'ils ont fait leur analyse. Est-ce qu'ils avaient les moyens de chercher à gérer leurs propres résultats. Et en fait, c'est une habitude qui ne vient pas naturellement, mais quand vous commencerez à prendre cette habitude, vous allez voir partout, dans tous les articles de journaux, ou presque, des signes de flexibilité dans l'analyse des résultats. Bon, bah, tu nous apportes un peu d'optimisme quand même. Oui. Ça nous met un peu de baume au cœur. Est-ce que tu penses que tu peux nous rendre encore plus optimistes, enfin, je l'espère, en nous parlant un peu est-ce qu'il y a des tentatives d'améliorer tout ça? Est-ce que la communauté en est consciente? Qu'est-ce qui est fait, en fait, pour améliorer ces problèmes? Alors, on ne parle pas de crise de la réplicabilité pour rien. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a vraiment un sentiment de crise, il y a vraiment beaucoup de propositions de solutions et d'amélioration de la crédibilité de la littérature scientifique en général. Donc ça, c'est quelque chose en fait qui est assez impressionnant. Enfin, c'est vraiment une époque comme il n'y en a jamais eu, au moins pour la psychologie, mais pour les sciences sociales en général. Alors, je vais juste faire une longue liste de toutes les mesures qui ont été prises depuis 10 ans pour améliorer la crédibilité des résultats scientifiques, et c'est assez impressionnant en fait. Donc, première mesure qui a pour l'instant eu un assez grand impact, c'est l'amélioration en termes de transparence. Donc, ce qu'on appelle, enfin plus généralement, ce que je vais détailler, ça correspond plus ou moins à ce qu'on appelle la science ouverte, l'open science. Donc, il y a un mouvement qui est pas très bien défini, très général, mais globalement, c'est un mouvement visant à donner plus de transparence et d'ouverture dans la conduite du processus scientifique. Donc, la première mesure qui a eu pas mal de succès jusqu'à présent et qui est une mesure minimale, c'est juste de être transparent et mettre en ligne ces données et ces matériaux. Une deuxième mesure que je vais détailler plus longuement, c'est le préenregistrement. Troisième mesure, le fait de faire des réplications, comme tous les projets de réplication que j'ai mentionnés jusqu'à présent. Quatrième mesure, qui a été assez importante, si peut-être avec moins de succès, c'est juste changer les incitations. Donc, favoriser la publication de résultats nuls, promouvoir la publication de résultats nuls comme étant ayant autant de valeur que la publication de résultats positifs. Donc, c'est pas sûr que ça arrive en réalité, mais c'est assez net dans au moins les éditoriaux des éditeurs en chef de revues scientifiques qui souvent insistent sur l'importance des résultats nuls. Un autre mouvement qui est assez enthousiasmant, enfin assez excitant d'un point de vue scientifique, c'est le développement de très larges collaborations où des chercheurs du monde entier se mettent ensemble pour lancer ou des projets de réplication, pour lancer des nouvelles études, ce qui participe à l'augmentation de la taille des échantillons d'expériences scientifiques pour avoir une plus grande crédibilité. Et un autre mouvement qui est assez impressionnant, c'est que c'est peut-être la première fois, en tout cas en psychologie, où le fait de s'éduquer aux statistiques et à la méthodologie est devenu un petit peu glamour. Enfin, je pense que la jeune génération de doctorants, enfin ma génération, la génération de Geoffrey et de Céline, en tout cas en psychologie, aura une connaissance bien meilleure en statistique et en méthodologie que à peu près n'importe quelle génération de psychologues qui nous a précédés. Donc ça, c'est des changements qui sont vraiment importants, et il y en a encore d'autres. Donc le sentiment de crise a vraiment abouti à une situation où on a promu des solutions extrêmement larges. Donc, bon, pour garder les limites de temps, je vais juste prendre les 4 premières lignes et voir un peu ce que ça a pu donner en termes d'évolution au cours de ces dernières années. Donc, la transparence, c'est pas quelque chose qu'en soi qui est révolutionnaire, mais c'est quand même quelque chose en fait qui a eu un gros impact parce que simplement c'est extrêmement facile à faire. Pour un scientifique, mettre en ligne de façon publique ces données et les utiliser dans leurs études, ça leur prend, mettons, un quart d'heure ou 20 minutes. Enfin, j'exagère, mais c'est très, très facile à faire et ça peut se faire même pour des expériences du passé. Donc du coup, c'est quelque chose qui a été extrêmement populaire et qui quand même permet d'améliorer la crédibilité des expériences scientifiques. Parce que si un scientifique met en ligne ces données, vous pouvez vérifier les champs de liberté, les degrés de liberté qu'il avait à sa disposition. Et par exemple, c'est comme ça pour l'expérience sur la polarisation dont je vous ai parlé un peu avant.
juste en regardant leurs matériaux en ligne, je me suis rendu compte qu'ils avaient utilisé 6 moyens différents de mesurer la polarisation. Ça, ils ne le reportent pas dans l'article, mais ils ont quand même été suffisamment honnêtes pour le reporter en ligne. Et donc ça, ces matériaux et ces données ouvertes, mises librement en libre accès, ça permet quand même d'avoir un minimum de contrôle. Bon, mais ça reste très minimal. Et donc, un domaine où il y a beaucoup plus de contrôle, c'est, en tout cas, probablement plus prometteur en termes d'amélioration des pratiques scientifiques, c'est la question du préenregistrement. Donc ça, le préenregistrement, ça consiste à mettre en ligne, avant d'effectuer une expérience, une description donc, frozen, gelée, de l'expérience qu'on va faire et des analyses qu'on va effectuer. Donc, vous n'avez pas encore recruté de participants, vous avez juste votre plan expérimental, et vous me le mettez en ligne et vous annoncez ce que vous allez faire. Et donc, en fait, ça, ce préenregistrement, ça permet de se lier les mains, ça permet de limiter le degré de liberté des chercheurs et ça permet, c'est un engagement en fait qu'on ne va pas manipuler les données, qu'on ne va pas faire des analyses visant à maximiser notre taille d'effet ou à avoir le résultat le plus, avec la p-value la plus petite possible. Et donc ça, c'est quelque chose qui a une certaine histoire. En médecine, c'est des choses qu'ils ont imposées dès 2005. Enfin, ils n'ont pas vraiment imposé, mais c'est les éditeurs de revues scientifiques prestigieuses qui ont annoncé qu'ils ne publieraient que des essais cliniques avec préenregistrement. Donc ça a créé une très forte incitation pour faire le préenregistrement et ça s'est généralisé. Et depuis 2015, en fait, c'est devenu beaucoup plus courant dans l'ensemble des sciences sociales. Et du coup, ça, c'est une pratique qui peut avoir des conséquences extrêmement positives contre le biais de publication et l'effet tiroir. Donc, si les chercheurs ont annoncé à l'avance qu'ils avaient planifié de faire une expérience, mais qu'ils ne la publient pas par la suite, vous pouvez quand même voir sur Internet et vous pouvez quand même leur envoyer un email pour leur demander leurs données. Et donc, sur ce plan-là, en fait, si vous faites une méta-analyse, par exemple, donc sur ce plan-là, ça peut avoir un effet énorme pour faire émerger des données qui seraient restées complètement perdues sans ça. Donc, c'est l'avantage du préenregistrement. Et le deuxième, c'est donc éviter le p-hacking ou la flexibilité dans l'analyse. Donc, si vous êtes engagé à faire une certaine analyse, on peut espérer que vous allez la suivre par la suite. Et donc, globalement, c'est une pratique qui a été extrêmement favorisée depuis la crise de l'applicabilité. Ce n'est pas une technique qui est non plus complètement aboutie. Ce n'est pas forcément la panacée. C'est quelque chose qu'on connaît notamment grâce aux études en médecine, puisqu'on a beaucoup plus de recul dans ce domaine-là. Donc, ça marche un peu contre l'effet tiroir, mais ce n'est pas non plus génial, parce que même avec le préenregistrement, une grande partie des essais cliniques ne sont de toute façon pas reportés. Donc, ce n'est pas parce que vous vous engagez à reporter vos effets ou à publier vos données que vous allez forcément le faire. Et ça ne marche pas non plus parfaitement pour lutter contre le p-hacking. Donc, là encore, c'est des données de médecine. Donc, c'est des données où ils ont… En fait, quand on fait un préenregistrement en médecine, on doit avoir plusieurs catégories. Donc, pre-specified primary outcomes, donc des résultats primaires. Donc, c'est ceux-là qu'on considère comme étant les résultats les plus importants. Résultats secondaires, donc aussi importants, mais moins centraux que les résultats primaires. Et des résultats exploratoires, donc qu'on ne considère pas forcément comme importants. Et donc, si on regarde comment est-ce que si on compare le préenregistrement et les données que les scientifiques reportent effectivement, on voit qu'il y a 24% des résultats primaires qui sont, donc 67% qui sont correctement reportés, donc correctement reportés comme étant les résultats primaires, mais donc 24% qui ne sont pas correctement reportés, c'est-à-dire qu'ils sont ou reportés comme étant des résultats secondaires ou pas reportés du tout. Donc là, c'est des gens probablement, des scientifiques probablement, qui ont trouvé des résultats négatifs dans leurs résultats primaires et qui ont choisi de mettre ça à la trappe pour ne pas avoir donné l'impression d'avoir un résultat négatif. Donc, résultats secondaires, seulement 55% qui ont été correctement reportés comme résultats secondaires. Donc, les 45%, c'est ou qui ont été promus en tant que résultats primaires ou qui ont été complètement mis à la trappe. Donc, là encore, en
fait, c'est un domaine où ça donne une certaine flexibilité pour promouvoir les résultats les plus positifs possibles. Et enfin, il y a 5 résultats pour chaque expérience. Il y a 5 résultats qui n'étaient pas du tout annoncés ni comme étant des résultats primaires ni secondaires, qui ont été mis comme annoncés comme étant des résultats ou primaires ou secondaires. Donc, qui ont été des résultats qui ont été vus après coup, que les scientifiques a priori ne pensaient pas être importants, mais qu'ils ont reportés comme étant importants, probablement parce que c'était des résultats extrêmement prometteurs ou positifs. Donc voilà, donc on voit en fait que ça aide quand même de faire un préenregistrement, c'est quand même un certain engagement. Enfin, et là, on voit qu'il y a 76% des résultats qui ont été correctement reportés, en tout cas comme les résultats primaires, donc ça, c'est déjà pas mal. Mais c'est quelque chose qui n'est pas une panacée parce qu'on peut quand même s'arranger avec les données. Et donc, ce n'est pas forcément une garantie. Après, ça permet quand même de vérifier le travail des autres en toute transparence. Et en soi, c'est déjà un progrès énorme en psychologie et en médecine. Et donc, par exemple, l'étude que je viens de donner de Goldacre et de ses collègues, ils ont pu vérifier que les chercheurs trafiquaient leurs données parce qu'il y avait eu ce préenregistrement. S'il n'y avait pas eu de préenregistrement, on n'aurait eu aucune connaissance du traficotage des données par les chercheurs. Donc là, c'est juste les résultats. Je vais vous présenter les résultats sur ces différents domaines. C'est des résultats que j'ai fait d'une étude que j'ai faite avec des collègues et qui vient d'être publiée. Donc, c'est une étude qu'on a faite sur 4 revues de management et une à la frontière entre le management et la psychologie. Donc, voilà, donc vous avez le nom des revues à droite. Et pour chaque cadre, en fait, ça vous donne le changement pour chaque revue en fonction du temps. Et donc, juste prendre les changements, par exemple, en haut. Donc, en haut à gauche, vous avez Open Materials, donc matériaux ouverts, le fait de mettre librement en libre accès ces matériaux. Vous voyez que globalement, il y a une petite amélioration par rapport à 2011, qui est le plus à gauche, jusqu'à 2019, qui est le plus à droite. Donc, vous voyez en fait que pour toutes les revues, il y a quand même une tendance un peu positive vers une plus grande nombre de matériaux en ligne. Et vous avez une revue en fait qui a une augmentation assez forte, donc OBHDP en bleu ciel, en bleu clair, qui est la revue à la frontière entre psychologie et management. C'est la même chose pour les données ouvertes, où là encore, vous avez une petite amélioration globale, pas très claire pour les 3 revues de management, et une amélioration beaucoup plus claire pour la revue de psychologie, avec à peu près un tiers des articles qui, en 2019, mettaient en ligne, en libre accès leurs données. Et pour le préenregistrement, là encore, vous voyez une amélioration assez nette pour l'étude pour la revue de psychologie en bleu clair. Vous avez quasiment aucun changement pour les revues de management, même si probablement très, très légère augmentation. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça montre à la fois qu'il y a des progrès. Et ce que j'ai regardé, ce qu'on ne s'est pas encore publié, et ce que j'ai regardé d'autres revues de psychologie, c'est plus ou moins la même pente que OBHDP, donc que la revue en bleu clair. C'est donc une augmentation assez nette, au moins à partir de 2016-2017, et très forte en fait jusqu'à 2019. Donc en fait, ça reste minoritaire, au moins pour les articles publiés en 2019. Enfin, on est dans tous les cas à moins de 35% des articles publiés. Mais c'est un changement quand même qui est assez net dans les revues de psychologie, même si ce n'est pas forcément aussi net dans les champs associés comme le management. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé dans ces 3 domaines-là. Pour l'existence de réplication et l'expérience de la publication de résultats nuls. Donc là, c'est juste qu'on a cherché les abstracts de ces revues et on a vu si les résumés mentionnaient l'existence de réplication ou de résultats nuls. Et on voit en fait que sur ces plans-là, il n'y a eu quasiment aucun changement entre 2011 et 2019 dans aucune des 4 revues. Et sur ce plan-là, la revue de psychologie n'a pas non plus montré un grand changement. Donc, c'est assez intéressant dans le sens où ça montre qu'il y a des domaines où il y a des forts changements. La question des matériaux ouverts, des données ouvertes, du préenregistrement, ce n'est pas des trucs très coûteux. Donc, sur ce plan-là, il y a des gros changements. Mais
dans des domaines un peu plus exigeants, comme publier des réplications ou des résultats nuls, bon, c'est pas non plus une révolution. Même si on peut espérer qu'il y aura quand même des changements plus importants à l'avenir. Alors moi, je trouve que personnellement, ça donne de l'espoir, malgré Ouais, tout. tu trouves? On a raison, je pense, de rester un peu sceptique. Et justement, en tout cas, il semble que la science arrive quand même à se remettre en cause dans ses pratiques et ses méthodes visuelles, et que de plus en plus de chercheurs, tu le disais toi-même, les gens de, par exemple, notre génération, commencent à être peut-être plus sceptiques. Et justement, on en arrive un peu à ça. On arrive sur les questions de philosophie des sciences. Quels sont les impacts un peu, les implications, pardon, philosophiques qu'on peut tirer de tout ça? J'y vais, donc je vais essayer de tirer quelques grands traits de ce qu'on peut apprendre en termes de philosophie des sciences ou de sociologie des sciences de cet épisode. Donc il y a c'est une période assez intéressante d'un point de vue de philosophie des sciences aussi, parce qu'il y a de plus en plus de philosophes qui se tournent vers l'épisode de la crise de la réplicabilité pour analyser ça avec des lentilles philosophiques. Et du côté des psychologues, il y en a de plus en plus qui se tournent vers la philosophie pour chercher à comprendre ce qu'on peut apprendre en termes de bonnes théories ou bonnes méthodes scientifiques. C'est un domaine où il y a de plus en plus en fait d'interaction entre la science, enfin, les psychologues en l'occurrence, et les philosophes. Donc je vais prendre juste deux domaines qui ont été mis en avant pour montrer l'importance de la crise de la réplicabilité, théorie générale de la démarche scientifique. Donc, un, par rapport à la limite de la nature correctrice de la science ou autocorrectrice de la science. Et deuxièmement, par rapport à l'importance d'un scepticisme généralisé en science. Donc, la thèse de la nature autocorrectrice de la science, c'est quelque chose, en fait, qui est pas hyper fréquent non plus en philosophie, mais qui était une thèse à l'origine philosophique qui est devenue extrêmement populaire dans les milieux scientifiques anglo-saxons depuis les années 50-60 en fait. Donc c'est Charles Sanders Peirce à la fin du 19e siècle qui a présenté cette idée qui est devenue très rapidement très populaire. Donc c'est l'idée que la science est par nature autocorrectrice. Donc il y a des erreurs à n'importe quel moment de l'histoire des sciences, vous avez de nombreuses idées erronées, mais il y a un progrès scientifique parce que la science a une capacité à corriger ces idées erronées et à la remplacer par des idées correctes. Donc, comment est-ce que Peirce concevait cette idée d'accumulation, de correction des erreurs? Donc, pour lui, en fait, c'était en grande partie une idée de un peu de probabilité, en fait, enfin, d'accumulation progressive des connaissances. Donc, même si vous tentez d'estimer un effet par une méthode, même si cette mesure est erronée, si vous accumulez les mesures au fur et à mesure du temps, eh bien, vous allez obtenir en fait une combinaison de toutes ces études plus ou moins erronées, et en les combinant, vous allez pouvoir faire une sorte de méta-analyse qui va aboutir à une estimation de plus en plus précise des phénomènes qu'on cherche à mesurer. Donc, c'est juste une loi des grands nombres. Si on accumule suffisamment d'études, eh bien, on va pouvoir les combiner et on va avoir la vérité qui va finir par émerger. Et donc ça, en fait, c'est une thèse qui est extrêmement populaire, mais qui est aussi extrêmement problématique. Et ce que la crise de la réplicabilité a permis de mettre en avant, c'est que le fait qu'il n'y avait pas du tout forcément de nature correctrice de la science, tant qu'il n'y avait pas des institutions effectives faisant les corrections. Parce que pourquoi est-ce que juste l'accumulation des connaissances scientifiques, pourquoi est-ce que cette accumulation ne permet pas d'assurer l'existence d'une convergence vers la vérité? Essentiellement, c'est parce que tous les scientifiques peuvent être biaisés dans une même direction. Et vous pouvez accumuler des études, mais ça ne veut pas dire forcément que cette accumulation d'études va vous donner une vision correcte de la réalité. Si tout le monde pense avoir fait les études de façon correcte, alors même que tout le monde est en réalité biaisé de la même manière. Donc, en théorie, l'existence de très grands échantillons devrait éliminer la variabilité dans l'estimation, mais en fait, ça ne marche pas s'il y a un biais. Et donc, en fait, ce qu'on va
réussir à obtenir, c'est une estimation très précise du biais dans notre population. Et donc, dans les sciences effectives, au moins en psychologie, mais globalement dans les sciences sociales et naturelles en général, il y a un biais, par exemple, en faveur des résultats positifs. Il y a un biais aussi en faveur des théories acceptées. Et donc, tous ces biais font qu'on peut accumuler des expériences, mais on ne réussira pas à converger vers la vérité tant que ces réplications ne sont pas faites de façon non biaisée et impartiale. Et donc, cette absence de convergence, en fait, c'est rendu de façon encore plus grave par le fait que globalement, il y a peu de personnes qui font la correction. C'est quelque chose qui est extrêmement peu valorisé. Globalement, en fait, on a une tendance en science à valoriser l'originalité, à valoriser le fait d'être un pionnier. Mais du coup, le fait de faire des réplications, juste de refaire l'expérience qu'a fait un autre scientifique, c'est considéré comme étant assez peu glorieux. Et du coup, en fait, les revues de psychologie, mais toutes les revues scientifiques en général, publient assez peu de réplications d'autres expériences. Et ça empêche de se rendre compte de la présence d'erreurs dans la littérature et ça empêche le fait de corriger la littérature existante. Et donc, en fait, globalement, dans la psychologie, il y a moins d'1% des articles publiés qui sont des réplications et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup d'autres disciplines. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette question du fait que la science n'est pas autocorrectrice? Ça nous permet de mettre en avant le fait qu'il y a une nature sociale de la science et qu'il y a besoin d'avoir des institutions qui organisent de façon extrêmement pragmatique et extrêmement active la correction scientifique. Et on a besoin de ça en science. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui se retrouve chez les pères fondateurs, donc la philosophie des sciences du XXe siècle. Donc, par exemple, Karl Popper, donc, il a son concept de falsification, ce qui est canonique en philosophie des sciences. Donc, on doit pouvoir être capable de tester des expériences qui ont été faites. On doit avoir la possibilité de les falsifier si les prédictions sont invalidées. Et ce qui est hyper intéressant dans le cas de Popper, en fait, c'est qu'il concevait ce processus de falsification essentiellement comme un processus social. Donc ça, c'est une des citations les plus claires sur ce sujet de conjecture et réfutation. The proper answer to my question, how can we hope to detect and eliminate error, is, I believe, by criticizing the theories or guesses of others, and, if we can train ourselves to do so, by criticizing our own theories or guesses. The latter point is highly desirable, but not indispensable. For if we fail to criticize our own theories, there may be others to do it for us. This answer sums up the position which I propose to call critical rationalism. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que vraiment, Popper concevait le progrès de la science essentiellement par la critique de ce que font d'autres personnes. Donc, il considérait que c'était assez noble et potentiellement vertueux de s'autocritiquer, mais la science n'a pas besoin qu'on s'autocritique. Par contre, ce qu'on a vraiment besoin, c'est qu'il y ait des critiques mutuelles et une sorte de scepticisme mutuel, et on a besoin, en fait, de critiquer et de réfuter les expériences d'autres scientifiques. Donc, assez clairement, ce que Popper pense, c'est qu'on est biaisé vis-à-vis de nos propres théories, mais la science peut marcher tant qu'on parvient à critiquer d'autres théories. Et ça aussi, en fait, cette idée d'une nature sociale de la science, d'une nature de critique d'autres auteurs, c'est aussi quelque chose qui était au cœur des 4 grandes valeurs de l'éthos scientifique du sociologue américain Robert Merton. Donc, Merton mettait en valeur 4 grandes valeurs de l'éthos scientifique, et ça, c'est quelque chose, en fait, que les partisans de l'open science ont énormément repris. Je vais juste en prendre 2, en fait, que Merton mettait en avance et qui ont été reprises fortement ces dernières années. Donc, à la droite, le communisme, le fait de partager les résultats, de les rendre accessibles à tous. Et ça, c'est quelque chose qui est accéléré dans la période actuelle avec l'open science, avec la mise en ligne de données ou de matériaux. Et à gauche, le scepticisme organisé. Donc, cette valeur qui est l'idée qu'on a besoin
de douter des résultats d'autres scientifiques et qu'on a besoin de les remettre en cause si ils semblent erronés. Ces deux valeurs, hein, ces deux tendances sont vraiment quelque chose qui est absolument essentiel pour le bon fonctionnement de la démarche scientifique. Et donc, ça permet en fait cette importance donc de la correction effective pour le progrès scientifique, l'importance de la critique mutuelle, donc ces deux grands domaines pour lesquels on peut avoir on peut considérer que la crise de la réplicabilité a mis en avant ces besoins essentiels pour le progrès scientifique. Et bon, après, on peut en prendre d'autres. Je mets juste en guise de conclusion deux autres liens, deux autres analyses qui sont assez populaires en ce moment en philosophie pour analyser la crise de la réplicabilité. On peut parler notamment de l'importance des vertus épistémiques, qu'il faut un minimum d'honnêteté de la part des scientifiques si on veut un progrès. C'est pas juste en mettant en concurrence des chercheurs qu'on peut parvenir à un progrès scientifique. Donc ça, c'est une possibilité. Notre domaine où je pense que la philosophie peut s'appliquer extrêmement bien à la démarche scientifique, c'est la question, par exemple, voir la psychologie ou les sciences sociales comme des exemples de programmes de recherche dégénérés à la Lakatos. En fait, on peut considérer qu'au moins certains paradigmes en psychologie sont vraiment dégénérés dans le sens où ont tendance en fait à se réadapter en permanence à chaque fois qu'ils sont réfutés et à refuser la réfutation par des modifications continuelles. Bon, ça c'est juste une très brève ouverture, mais c'est des exemples pour on peut voir que la philosophie peut éclairer les questions de crise de réplicabilité.